Lorsque Napoléon Bonaparte arriva aux abords de la petite ville de Lodi, au cœur de la plaine lombarde, le soleil commençait à décliner derrière les collines de l'ouest, et la chaleur du jour laissait place à un vent humide venu de l'Ada. L'armée française, usée par des jours de marche et de combats successifs, avançait avec prudence. Depuis plusieurs semaines, le général en chef menait une campagne d'une rapidité inouïe, balayant les forces autrichiennes et piémontaises devant lui. Mais ici, sur les rives du fleuve, l'ennemi avait décidé de tenir bon. Les ponts de Lodi, construits de bois épais et solidement fixés par des pieux, constituaient un passage étroit, une barrière que les Autrichiens espéraient rendre infranchissable. Les troupes impériales, sous le commandement du général Sebottendorf, occupaient la rive orientale, appuyées par une artillerie redoutable. Leurs canons, disposés en enfilade, dominaient la chaussée du pont et les approches du fleuve. Les Français, eux, arrivaient en ordre dispersé, leurs colonnes étirées par la fatigue, leurs chaussures couvertes de poussière, leurs uniformes trempés de sueur et tachés de poudre. Bonaparte observait la scène depuis une élévation du terrain, une longue vue à la main. Il voyait la ligne ennemie, les éclats des baïonnettes autrichiennes qui brillaient à la lueur du soir, et il mesurait le danger. Pour franchir ce pont, il faudrait avancer sous le feu direct de l'artillerie, traverser un goulet de planches étroites et affronter un ennemi retranché. Ses officiers hésitaient. Certains murmuraient que l'attaque serait folie, qu'il valait mieux attendre la nuit, trouver un guet, tenter un mouvement de flanc. Mais Bonaparte savait que la vitesse était son arme la plus sûre. Attendre, c'était donner à l'ennemi le temps de se replier en bon ordre, de rejoindre la ligne de Mantoue et de reconstituer sa défense. Il fallait frapper maintenant, surprendre, renverser. Il descendit de son cheval, s'approcha du bord du fleuve et contempla le pont. L'eau boueuse de l'Ada roulait lentement, chargée des reflets du couchant. Sur la rive opposée, les fumées des canons autrichiens s'élevaient déjà en nuages blancs. Les premières salves avaient tonné et les boulets frappaient toute la berge, soulevant des gerbes de terre et de gravier. Les soldats du général Masséna, placés à gauche, s'efforcèrent de contourner la position, mais les marées les ralentissaient. Lannes, toujours impétueux, proposa de mener lui-même une attaque frontale. Bonaparte accepta, mais il ordonna d'abord que toute l'artillerie française fût placée sur la rive occidentale à portée de tir. Les canons furent alignés à la hâte. Les servants, transpirant sous le poids des pièces, les mettaient en batterie tandis que les sapeurs réparaient les planches du pont endommagées par les premiers projectiles. Le fracas des détonations emplissait l'air, se répercutant d'une rive à l'autre. Les chevaux hennissaient, les officiers criaient pour se faire entendre, et le vent portait vers l'amont une odeur de soufre et de poudre brûlée. Bonaparte, debout près des pièces, encourageait les canonniers. Il donnait des ordres rapides, précis, presque mécaniques. Chaque mot tombait comme une commande d'ingénieur plus que de chef exalté. Son visage restait calme, mais ses yeux brillaient d'une flamme froide. Il savait que le moment décisif approchait. Peu à peu, les batteries françaises commencèrent à dominer l'artillerie ennemie. Les boulets s'écrasaient sur la rive orientale, dispersant les fantassins autrichiens qui tentaient de se protéger derrière les parapets. Un instant, la cadence du feu adverse sembla ralentir. Bonaparte saisit cette brève accalmie pour donner l'ordre d'attaque. Le bataillon de grenadiers d'élite, sous les ordres de Berthier, s'avança en colonne serrée. Les tambours battaient eux la charge, un roulement sourd et régulier qui couvrait presque le sifflement des balles. Les premiers rangs se mirent à courir sur le pont, baïonnettes au canon, tandis que les officiers hurlaient pour maintenir la cohésion. Aussitôt, la rive ennemie s'embrasa. Les canons autrichiens ouvrirent un feu infernal. Des planches volèrent en éclats, des hommes tombèrent dans le fleuve, entraînant leurs camarades dans leur chute. Mais la colonne continuait d'avancer, portée par la fureur et l'obéissance. Bonaparte, voyant les pertes, se jeta en avant pour soutenir ses hommes. Plusieurs témoins racontèrent plus tard qu'il se trouvait presque au milieu du pont, entouré d'un nuage de fumée, son chapeau penché, sa redingote battue par le vent, tandis qu'il désignait de la main la rive ennemie. Ses officiers tentèrent de le retenir, mais il refusa de reculer. L'exemple du chef galvanisa les soldats. Les grenadiers, suivis par les carabiniers, redoublèrent d'efforts. À chaque pas, ils devaient enjamber les corps, éviter les poutres disjointes, esquiver les éclats de bois et de fer. L'Ada rugissait en dessous, et le pont tremblait sous le poids des hommes et des explosions. Derrière eux, les tambours continuaient de battre, et les clairons sonnaient à la charge.
À droite, les tirailleurs de d'Allemagne ouvraient feu nourri pour distraire l'ennemi. Sur la gauche, Masséna parvenait à placer quelques pièces d'artillerie en biais dont le tir croisait celui du centre. Le vacarme devint assourdissant, la fumée obscurcissait le champ de bataille, et l'on ne distinguait plus que des silhouettes confuses, des ombres courant, tombant, se relevant. Bonaparte ordonna que la cavalerie légère se tienne prête à franchir le pont dès que les grenadiers auraient pris pied sur la rive opposée. Ces aides de camp couraient d'une batterie à l'autre, transmettant les ordres. Le général Berthier, couvert de poussière, dirigeait la coordination des tirs avec une précision remarquable. Chaque coup de canon semblait rapprocher la victoire, mais aussi la mort. Dans ce tumulte, Bonaparte ressentit une étrange lucidité. Plus tard, il dira que c'est à Lodi qu'il comprit qu'il portait en lui quelque chose de plus grand qu'un simple destin militaire. À cet instant, pourtant, il n'était qu'un jeune général de moins de 30 ans, debout sur un pont en flammes, entouré d'hommes qui luttaient pour leur vie. Le fleuve grondait, les boulets sifflaient, et la nuit tombait lentement sur la Lombardie. Le pont de Lodi, déjà couvert de débris et de cadavres, vibrait sous les pas des grenadiers français qui continuaient d'avancer, malgré le feu terrible qui les fauchait à chaque instant. Le vacarme des canons, le claquement sec des mousquets, les cris des blessés formaient une symphonie chaotique où la volonté humaine semblait lutter contre les forces mêmes du destin. Bonaparte, placé à proximité du tablier, voyait les premiers rangs vaciller, puis se reformer aussitôt. La discipline, fruit de semaines de campagne et de victoires rapides, tenait encore debout, soutenue par la foi presque religieuse que les soldats portaient à leur général. Lannes, toujours en avant, criait à ses hommes de ne pas faiblir. Sa voix rauque se perdait dans le tumulte, mais son geste, son allure, galvanisaient les rangs. Peu à peu, la colonne parvint à atteindre le milieu du pont. Là, sous la mitraille, elle marqua un léger arrêt, comme suspendue entre la vie et la mort. Bonaparte fit avancer une seconde vague, composée de carabiniers et de chasseurs. Derrière eux, la cavalerie de Murat s'impatientait, piaffant au bord du fleuve, les sabres dégainés, les yeux fixés sur la fumée. À cet instant, l'artillerie française, placée en batterie sur la rive occidentale, redoubla d'intensité. Les boulets, dirigés avec une précision croissante, balayèrent les positions autrichiennes qui défendaient la sortie du pont. Des explosions soulevèrent des colonnes de terre et de planches, les servants ennemis furent renversés, leurs canons réduits au silence. Voyant les faits, Bonaparte leva son sabre et ordonna d'un ton sec « En avant, encore !» Les grenadiers, rassemblant leurs dernières forces, franchirent la portion restante. Le contact fut brutal, sanglant, presque aveugle. Les Français bondirent hors du pont et se ruèrent sur les premières lignes ennemies. Les Autrichiens, surpris par cette audace, tirèrent à bout portant, mais les assaillants ne ralentirent pas. Les baïonnettes s'entrechoquèrent, les cris se mêlèrent aux gémissements. Lannes fut blessé légèrement, mais continua à commander. Berthier, la figure noire de fumée, coordonnait le repli des premiers blessés pour éviter la panique. En moins d'un quart d'heure, les troupes françaises s'étaient établies sur la rive orientale. La bataille, pourtant, était loin d'être gagnée. Les Autrichiens, voyant la brèche ouverte, tentèrent une contre-attaque. Leur cavalerie, rangée en échelon, chargea sur le flanc gauche français. Bonaparte, sans attendre, fit signe à Murat. Celui-ci s'élança aussitôt, ses cavaliers franchissant le pont en désordre, mais avec une fougue irrésistible. Le choc des chevaux résonna comme un tonnerre. Sabres et lances se croisèrent dans une mêlée confuse, où la poussière, la fumée et le sang se confondaient. Le jeune général suivait tout, notait tout, sa mémoire enregistrant les moindres gestes, les faiblesses, les éclairs de bravoure. Il se tenait droit, les mains croisées derrière le dos, et son visage restait impassible. À cet instant, ceux qui le regardaient comprirent qu'il était né pour commander. Les Autrichiens, bien que supérieurs en nombre, cédaient peu à peu. Leurs lignes se rompaient sous la pression combinée de l'infanterie et de la cavalerie française. Les grenadiers, haletants, avaient pris de pièces d'artillerie ennemies et les retournaient déjà contre leurs anciens maîtres. Un brouillard de poudre enveloppait le champ de bataille. Le fleuve, à demi visible, reflétait les lueurs intermittentes des décharges. L'air était saturé de soufre et de cris. Au loin, le clocher de Lodi sonnait lentement, comme pour marquer les secondes d'un combat suspendu dans l'éternité. Vers la fin du jour, l'ennemi commença à se retirer en direction de Crémat.
Les Français, épuisés, mais ivres de leur propre audace, les poursuivaient encore quelques centaines de pas avant de s'arrêter. Bonaparte, voyant que la victoire était assurée, fit cesser le feu. Le silence qui suivit eut quelque chose d'irréel. On n'entendait plus que le clapotement du fleuve, le hennissement des chevaux blessés et le bruissement des uniformes que les hommes redressaient lentement. Sur le pont, la scène était d'une horreur tranquille. Des planches brisées, des armes tordues, des casques, des corps, tout cela formait un tableau macabre éclairé par les dernières lueurs du crépuscule. Le général descendit de son cheval et marcha parmi les blessés. Il s'arrêtait parfois, s'inclinait, parlait à voix basse à un soldat agonisant, lui serrait la main, ordonnait qu'on le transporte. Son manteau taché de sang et de poussière traînait sur les planches noircies. Derrière lui, Berthier notait les pertes, et Masséna distribuait des ordres pour la garde du pont. Lannes, soutenu par 2 grenadiers, souriait malgré sa plaie. « Nous avons passé l'Adda », dit-il simplement, et Bonaparte hocha la tête sans répondre. Il regardait vers l'est, là où les feux autrichiens s'éteignaient peu à peu dans la distance. À ce moment précis, il comprit que la Lombardie s'ouvrait à lui. Le lendemain, il entrerait à Milan en libérateur. Mais cette nuit-là, au bord du fleuve, il ne pensa ni à la gloire, ni au triomphe. Il pensa aux morts, à la fatigue, à la fragilité du destin. Le vent de la plaine séchait la sueur sur son visage. Il fit un signe à Berthier de dresser les bivouacs, puis s'assit sur un caisson d'artillerie, les yeux fixés sur le pont. Des témoins racontèrent plus tard qu'il resta là, immobile, pendant une longue heure, comme absorbé par la vision du fleuve. L'Adda continuait de couler, indifférent à la victoire des hommes. Les grenadiers, accroupis autour des feux, parlaient à voix basse, échangeaient des souvenirs, riaient parfois d'un rire nerveux. Quelques-uns chantaient, d'autres dormaient, la tête sur leur sac. La nuit lombarde, lourde et tiède, enveloppait tout. Bonaparte se leva enfin, retira ses gants, essuya lentement ses mains noircies. Il murmura à Berthier : « Nous avons frappé juste à temps. » Puis il se retira sous sa tente de campagne, dressé à quelques pas du pont, où il s'endormit d'un sommeil court et agité. Le matin suivant la bataille, une brume légère montait du fleuve, couvrant les rives d'un voile gris. Les premiers rayons du soleil perçaient à travers les vapeurs et illuminaient les planches du pont réparées à la hâte. Des groupes de soldats français travaillaient encore à consolider les travées endommagées, tandis que d'autres ramassaient les armes abandonnées ou enterraient les morts. L'odeur de poudre flottait encore dans l'air, mêlée à celle du bois brûlé et de la terre humide. Bonaparte, éveillé avant l'aube, était déjà à cheval. Il passa lentement le long des lignes, saluant les unités, s'arrêtant ici et là pour adresser quelques mots aux officiers et aux grenadiers. Les soldats, en le voyant, levaient leurs shakos et poussaient des vivats qui se répercutaient de rang en rang. Pour eux, ce n'était plus seulement un général brillant, c'était un chef que rien ne pouvait arrêter. Un homme que le destin semblait porter. Le jeune général pourtant restait sobre. Dans son regard se mêlaient la fierté et une méditation presque mélancolique. Il avait vu de près la mort, la bravoure, la peur, et il savait que ces moments forgeaient la légende autant qu'ils détruisaient les hommes. En descendant vers la rive orientale, il observa les positions autrichiennes abandonnées. Des canons renversés, des caissons éventrés, des uniformes dispersés témoignaient de la hâte de la retraite. Plus loin, au-delà des collines, on apercevait les traînées de poussière laissées par l'armée ennemie en fuite vers l'est. Bonaparte fit appeler Berthier et Masséna. Les ordres furent clairs, poursuivre l'ennemi, mais avec mesure, laisser reposer les troupes principales, assurer le contrôle du pont. Il voulait que cette victoire serve non seulement à gagner du terrain, mais à asseoir la domination morale de l'armée française sur toute la Lombardie. Les officiers acquiescèrent et se dispersèrent. Dans la matinée, Bonaparte convoqua un conseil dans une grange réquisitionnée. Autour de lui, les principaux généraux prirent place, Berthier, Masséna, Lannes, Murat, d'Allemagne. Tous avaient le visage marqué par la fatigue, mais leurs yeux brillaient d'une flamme nouvelle. La conversation fut brève. Bonaparte parla d'une voix calme, mesurée, presque douce. Il rappela les objectifs. Chasser définitivement les Autrichiens au-delà du Mincio, sécuriser Milan, rallier la population italienne à la cause républicaine. Mais derrière ces mots pratiques, il y avait une conviction plus intime, plus profonde. Il savait qu'à Lodi, il n'avait pas seulement vaincu un ennemi. Il avait prouvé à lui-même et à ses hommes qu'il pouvait affronter l'impossible.
Cette certitude, désormais, ne le quitterait plus. Lorsque la réunion se termina, le général sortit à l'extérieur. Le soleil s'élevait haut, dissipant la brume. Sur la rive, les troupes formaient des rangs pour la revue. Le pont, réparé et orné de drapeaux, se dressait comme un symbole de la victoire. Bonaparte s'avança lentement le long de la ligne. Les tambours battirent, les clairons sonnèrent. Les soldats, encore couverts de boue, présentaient les armes. Le général s'arrêta devant les grenadiers d'élite, ceux qui avaient su franchi le pont les premiers. Il ôta son chapeau, salua longuement et prononça quelques mots simples. « Vous avez fait plus que vaincre, vous avez immortalisé le nom de l'armée d'Italie. » Un murmure parcourut les rangs, puis une clameur éclata, puissante, unanime. Dans cette acclamation, il sentit naître quelque chose de nouveau, une ferveur presque religieuse, une foi dans son étoile. Plus tard, en route vers Milan, il confia à un officier. « C'est à Lodi que j'ai compris que j'étais un homme à part. » Ces paroles, rapportées par plusieurs témoins, résumaient le sentiment qui animait toute l'armée. Les jours suivants, les Français traversèrent les villages lombards sous les acclamations des habitants. Les cloches sonnaient, les drapeaux tricolores flottaient aux fenêtres. Le nom de Bonaparte commençait à se répandre dans toute la péninsule. À Milan, les patriotes attendaient l'arrivée du jeune général avec une impatience mêlée d'admiration. Pour eux, il représentait la liberté nouvelle, la fin de la domination autrichienne. Bonaparte, cependant, gardait sa réserve. Il savait que la politique serait plus complexe que la guerre, que les enthousiasmes pouvaient se retourner. Mais il avançait, sûr de sa voie. La veille de son entrée dans la grande ville, il fit halte dans un couvent abandonné. Là, seul dans une cellule nue, il relut quelques lettres venues de Paris. Le directoire l'encensait, mais surveillait déjà son ascension. Il sourit, un sourire bref, presque ironique. Le jeune général d'artillerie de Corse, que peu connaissait un an plus tôt, était désormais un nom redouté dans toute l'Europe. Il posa les lettres sur la table, se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. Dehors, la lune éclairait la plaine lombarde. Il pensa à ses soldats endormis, à ceux qui étaient tombés sur le pont de Lodi et à ceux qu'il mènerait encore vers d'autres victoires. Dans le silence de la nuit, il sentit monter en lui une certitude tranquille. La route venait à peine de commencer. Le lendemain, aux premières lueurs du jour, il enfila son uniforme, ce même manteau gris taché de poudre, monta à cheval et prit la tête de la colonne. Derrière lui, les drapeaux se déployaient, les tambours battaient, les sabres étincelaient. Lorsque les tours de Milan apparurent à l'horizon, un vent léger souleva la poussière de la route. Bonaparte se tourna vers Berthier et dit simplement « Lodi fut la clé ». Puis il continua d'avancer, impassible, tandis que les cris de « Vive la République » s'élevaient des rangs. Pour lui, la victoire de Lodi n'était plus seulement un triomphe militaire, c'était une révélation, celle de sa destinée.